Bonjour et bienvenue aux conférences Raphaël. Je m'appelle Mélanie Chérin, je suis interne en médecine interne à Paris. J'ai déjà plusieurs années d'expérience aux conférences Khalifa où je fais des conférences de gériatrie. Nous allons donc faire ensemble une conférence de gériatrie. Pourquoi une conférence de gériatrie? Pourquoi c'est important d'en faire et de réviser la gériatrie? Parce que la gériatrie, depuis un certain temps, on va dire depuis 2-3 ans, intéresse beaucoup nos autorités de santé. À savoir, il y a une dizaine de conférences de consensus assez récentes sur la gériatrie, entre la démence, la confusion, la nutrition, la kinésithérapie, j'en passe et des meilleurs. De toute façon, on les reverra au fur et à mesure dans la conférence. Et au vu de cet intérêt porté à la personne âgée, il est quasi évident que ça va finir par vous tomber dessus à l'examen national classant. Donc je vais essayer de vous donner les trucs et les astuces à ne pas rater dans un dossier de gériatrie et vous donner les grandes notions et on va aussi tirer un peu dans les coins et voir les choses un petit peu plus rares chez la personne âgée. C'est parti. Donc le dossier numéro 1, Monsieur T, 82 ans, déjà 82 ans, hein, on est bien en gériatrie, vous consulte pour découverte d'une insuffisance rénale d'allure chronique lors de la réalisation d'un bilan sanguin pour asthénie, chose qui arrive de manière assez fréquente au final, l'insuffisance rénale chronique étant asymptomatique jusqu'à un stade très avancé. Ce bilan retrouve une clairance à 20 ml par minute, ainsi qu'une hémoglobine à 9,5 g par décilitre et un VGM à 90. Donc déjà dans le dossier, si on refait un petit point, on a une personne âgée, une insuffisance rénale chronique avancée et une anémie. À l'interrogatoire, vous retrouvez des antécédents de diabète de type 2 traités par sulfamide. Alors, sulfamide, toujours attention à garder dans un coin de la tête, sulfamide égale hypoglycémie. Et antidiabétique oral, de toute façon, dans un dossier, quand on vous le case, il y a quasi certainement une question où il faudra les retirer de la thérapeutique du patient. Donc vous le mettez bien dans un coin de la tête, sulfamide. Il est traité donc depuis 10 ans sans réel suivi. Il a de plus une hypertension artérielle connue mais non traitée. Bon, ça c'est évident que je vais vous demander de la traiter. Et non suivie. Il ne prend pas d'autres traitements. Alors cette situation, c'est pas du tout inhabituel chez la personne âgée qui laisse traîner des pathologies chroniques asymptomatiques comme le diabète, l'hypertension artérielle et au final l'insuffisance rénale chronique. À l'examen clinique, la tension artérielle est à 18,9. 18,9, donc déjà à traiter d'emblée. La glycémie capillaire est à 2,5 g par litre. Le patient n'est pas en surpoids. Sur le plan cardiovasculaire, vous trouvez une abolition des poupées d'yeux et jambiers antérieurs. Hein. Tout ça, c'est pas pour faire beau dans l'énoncé, c'est qu'il va falloir s'en servir. Sur le plan neurologique, vous retrouvez une neuropathie périphérique des membres inférieurs remontant aux chaussettes. Donc une atteinte microvasculaire déjà. L'examen cutané retrouve un mal perforant plantaire propre en regard de la tête du premier métatarse droit. Pareil, à garder en mémoire, sûrement vous allez devoir vous en servir par la suite. Votre patient se plaint d'une baisse d'acuité visuelle depuis plusieurs mois sans avoir consulté jusqu'à présent. Alors, quel bilan demandez-vous si la protéinurie des 24 heures est inférieure à 1 g et en l'absence d'hématurie? Alors, protéinurie des 24 heures inférieure à 1 g, ça vous exclut déjà toutes les pathologies glomérulaires, dans le cas de l'insuffisance rénale chronique. Et l'absence d'hématurie vous exclut aussi tout ce qui est prolifératif. Donc, la très forte probabilité chez ce patient, au vu du terrain, c'est quand même qu'il ait une atteinte diabétique et une atteinte vasculaire. Alors, pour le bilan de l'hypertension artérielle et du diabète, donc l'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun, le bilan lipidique, le bilan des autres facteurs de risque cardiovasculaire, donc l'échographie transthoracique, l'échodoppler des TSA des membres inférieurs, il y avait une abolition des poux périphériques des membres inférieurs, éventuellement une épreuve d'effort. Par contre, systématiquement un fond d'œil, c'est une découverte, enfin en tout cas un diabète pas suivi. Panoramique dentaire, consultation stomato pour les foyers infectieux. ECG et MMS, ça par contre c'est très important. Un consensus récent sur l'hypertension artérielle nous dit qu'il faut réaliser un MMS à tout patient hypertendu de plus de 75 ans. Il a été découvert que
l'hypertension artérielle est un facteur de risque indépendant de maladie d'Alzheimer. Pour l'insuffisance rénale chronique, donc le iono-100, le iono-U, l'électrophorèse des protéines plasmatiques, l'échographie rénale, donc le parenchyme, la recherche de néphroangiosclérose, la taille des reins, l'échodoppler des artères rénales pour rechercher une sténose des artères rénales au vu des antécédents cardiovasculaires du patient, un bilan phosphocalcique et un bilan nutritionnel pour le retentissement. Alors pour l'anémie, donc la plupart du temps chez le sujet âgé, l'anémie est multifactorielle. Il faut donc faire un bilan complet d'anémie. Pas comme chez le sujet jeune où une étiologie macrocytaire vous oriente forcément vers des causes macrocytaires. Il peut très bien y avoir des causes micro et macrocytaires reliées chez la personne âgée. L'exemple le plus fréquent, c'est une carence d'apport martial et en folate, ce qui au final vous donne un VGM normal, sauf qu'il fallait faire un bilan complet pour se rendre compte qu'il y avait aussi une carence martiale. Alors, les étiologies microcytaires, donc le bilan martial, la CRP, et les étiologies macrocytaires, folate B12, TSH. Alors là, je vais commencer mon show TSH chez la personne âgée. Il y a toujours une bonne raison de faire une TSH chez la personne âgée, à savoir, quasi dans tous les bilans qu'on va faire, il y aura une TSH. Donc vraiment, TSH, c'est la personne âgée, c'est un truc à retenir pour les bilans. Donc pour la suite du bilan, bilan hépatique complet et EPP. Alors, pour la question 2, vous découvrez au terme de votre bilan une insuffisance rénale chronique d'étiologie mixte, vasculaire par néphroangiosclérose et diabétique, donc aucune surprise. Vous retrouvez de plus une anémie par carence en EPO. Quelles sont les anomalies classiques du bilan phosphocalcique sanguin de l'IRC? Donc, une question de cours, mais ça fait pas de mal de le revoir, à savoir hyperphosphorémie, hypocalcémie, PTH augmenté. Le patient se plaint d'une baisse d'acuité visuelle chronique. Quelles sont les étiologies à envisager? Donc, au vu de tous ces antécédents, on peut évoquer donc, une DMLA indépendamment de son terrain, une cataracte qui est plus fréquente chez les patients diabétiques, en particulier les cataractes capsulaires postérieures, le glaucome chronique qui est aussi plus fréquent chez les diabétiques, la maculopathie diabétique. La rétinopathie diabétique en tant que telle, en dehors des complications, n'entraîne pas de baisse d'acuité visuelle, il faut une atteinte de la macula et une presbytie vulage. Dans le cadre d'une cataracte non compliquée, quelles seraient les données de l'examen ophtalmologique? Alors, l'œil blanc est calme et indolore, la baisse d'acuité visuelle est à mesurer, la pression oculaire est normale. Quand on réalise une lampe à fonte après dilatation pupillaire, le segment antérieur est normal en l'absence de complications. Et le segment postérieur montre une opacification du cristallin, pour laquelle il faut préciser le type, l'importance et aussi la position du cristallin. On réalise aussi un fond d'œil après dilatation pupillaire pour visualiser au mieux la rétine et la macula pour faire le bilan de lésions associées. Alors, quelles sont les thérapeutiques à débuter chez ce patient? Grosse question, plein de choses à penser. C'est là où il faut être systématique et prendre les pathologies une par une, essayer de ne pas se perdre dans cette masse de choses à répondre. Donc, en faisant synthétique, pour le diabète, il faut arrêter les antidiabétiques oraux avec une clairance inférieure à 30. Ça, c'est évident, et le passer à de l'insuline sous-cute. Pour ce qui est du reste, les hypolipémiants, c'est si besoin en fonction du bilan lipidique. Et par contre, systématique, un antiagrégant plaquettaire. Pourquoi? Parce que ce patient est considéré à fort risque d'événements cardiovasculaires, diabétique plus insuffisance rénale chronique. C'est l'indication à un traitement paraspégique. Alors, pour l'insuffisance rénale chronique, donc, il y a plein de choses. Il faut corriger tous les désordres métaboliques, donc un correcteur de l'acidose, du calcium, un chélateur du phosphore, un chélateur du potassium, de la vitamine D. Et pour l'anémie, de l'EPO, ça c'est certain, et toujours associé systématiquement une recharge martiale. Alors pour l'hypertension artérielle, chez le diabétique, avec une insuffisance rénale chronique, il faut commencer avec des IEC. Et plus particulièrement chez le diabétique, on préfère même au final les ARA2. Il faut commencer à petite dose, augmenter progressivement et surveiller de très près la créate.
en sachant qu'elle peut monter, mais qu'on tolère une augmentation de créate jusqu'à 30%. Pour l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, l'antiagrégant plaquettaire, il était déjà prescrit, la statine en si besoin, et les antihypertenseurs sont déjà prescrits. Alors, que lui donnez-vous comme consigne concernant son alimentation? Donc on est chez la personne âgée, il y a des choses spécifiques en termes de nutrition, à savoir pour le régime diabétique, donc c'est une alimentation équilibrée, 3 repas par jour, et comme il est sous insuline, on lui fait prendre 2 collations par jour. Alors pour ce qui est de la répartition des apports nutritionnels, donc glucides, ça c'est classique, glucides 55%, lipides 30%, protéines 15%. Par contre, dans le cadre d'une insuffisance rénale chronique, vous auriez pu lui prescrire un régime hypoprotidique, ce qui est formellement à proscrire chez la personne âgée. Pas de régime hypoprotidique. Par contre, un régime pauvre en potassium pour éviter l'hyperkaliémie. Et ce qui est aussi spécifique à la personne âgée, pas de régime sans sel strict. Dans le cadre de l'hypertension artérielle, on préfère augmenter les traitements plutôt que de les mettre au régime sans sel strict et qu'ils ne mangent plus rien et qu'on soit dans la spirale après dénutrition, complications infectieuses et voire décès. Pour l'eau, donc pas de restriction hydrique à ces niveaux de clairance, on leur demande de boire régulièrement. Voilà. Que lui donnez-vous comme conseil de prévention? Alors pareil, aussi grosse question. Donc la prévention, il y a plusieurs axes. La prévention somatique, contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est évident. Lutte contre la sédentarité, une demi-heure de marche par jour. Ça vaut pour tout le monde, hein, même pour les D4. Hein, une demi-heure de marche par jour, ça fait de mal à personne. Prévention de la dénutrition. C'est tout ce qu'on a vu à la question précédente. Prévention de la dégradation neurosensorielle. Pour éviter tout ce qui conduit à l'isolement social, donc il faut absolument prendre en charge les pathologies ophtalmologiques et les pathologies ORL. Prévention des infections, ça c'est très important. La consultation stomatologique régulière au vu de son terrain diabétique. La vaccination antigrippale tous les ans, ça c'est pour la personne âgée. La vaccination antipneumococcique, c'est s'il est insuffisant cardiaque ou insuffisant respiratoire. Prévention de la iatrogénie et arrêt de l'automédication. En particulier, les personnes âgées, ils aiment bien prendre de l'aspirine, mais pas à dose antiagrégante, hein, de l'aspirine à forte dose, à dose anti-inflammatoire, pour tout et n'importe quoi. C'était un peu le médicament magique de leur époque. Donc là, il faut absolument lui expliquer que l'aspirine, c'est terminé pour sa fonction rénale. Et éducation du patient à l'insuline, au traitement antihypertenseur, à la conduite à tenir en cas de malaise ou d'hypoglycémie, au fait qu'il doit voir son médecin régulièrement et qu'il faut qu'il fasse ses bilans de suivi. La prévention psychique, lutte contre l'isolement social, diagnostic précoce d'un syndrome dépressif et ou démentiel, ça c'est dans le cadre de prévention pour toutes les personnes âgées. Et la prévention environnementale, ça c'est capital. Quand vous commencez à prendre en charge une personne âgée, vous vous posez toujours la question de son environnement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à aménager? Par exemple, le plus classique, c'est fixer les tapis et amener de meilleurs éclairages pour éviter les chutes. Et encore une fois, sa spirale infernale, chute, fracture du col, complications, décès. Voilà. Le patient vous rappelle plusieurs mois après le début de votre prise en charge, car il présente depuis 24 heures de très violentes douleurs insomniantes du pied droit, sans notion de traumatisme récent. Au vu de ses antécédents, quelles sont les pathologies à évoquer? Ça, c'est une question difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est une question difficile. Alors, au vu de ses antécédents, une douleur insomniante du pied droit, sans traumatisme récent, il y avait plusieurs choses à évoquer, à savoir déjà une crise de goutte pour le terrain, donc c'est le sujet âgé, l'insuffisance rénale chronique et l'aspirine à petite dose. Tout ça favorise l'accumulation d'acide urique. L'infection ostéo-articulaire aiguë, il avait un mal perforant plantaire, je vous avais dit, attention, il faut le noter, c'est important. Donc le mal perforant plantaire peut être la porte d'entrée pour une infection ostéo-articulaire, pour une dermo-hypodermite infectieuse aiguë. Et ce patient avait aussi une abolition des poux périphériques. Il peut tout à fait faire une ischémie aiguë distale.
Donc après un interrogatoire téléphonique rapide, le patient vous apprend qu'il est de plus fébrile à 38 degrés. Vous lui demandez alors de se présenter aux urgences. Que recherchera l'urgentiste à l'examen clinique? Donc fébrile à 38, il nous reste comme étiologie une crise de goutte, une infection ostéo-articulaire ou un érysipèle. L'ischémie aiguë, a priori, ne donne pas de fièvre. Donc pour l'interrogatoire, parce que l'examen clinique commence toujours par un interrogatoire, l'analyse sémiologique de la douleur, la prise de traitement et leur efficacité sur la douleur, et s'assurer qu'il n'a pas pris d'anti-inflammatoire non stéroïdien pour sa fonction rénale. Alors pour l'examen clinique, donc les constantes, on commence par l'inspection, la couleur, la chaleur, l'aspect tuméfié du pied et plus particulièrement de la première métatarso-phalangienne, la recherche d'un écoulement, la palpation, on recherche si la mobilité est normale, les douleurs à la mobilisation, on palpe l'époux périphérique quand même pour la forme, un testing sensitivo-moteur du membre inférieur et pour un diagnostic différentiel infectieux, on cherche toujours une autre porte d'entrée infectieuse. En particulier, on va chercher un souffle. Quelle est votre prise en charge thérapeutique si votre patient est en faveur de l'étiologie rhumatismale? Donc, si mon patient présente une crise de goutte, il faut le traiter par colchicine avec des doses adaptées à la clairance, en évitant le colchimax. Pourquoi le colchimax? Parce que l'antispasmodique est anticholinergique et que, je vous referai tout un petit point sur les traitements anticholinergiques, mais il faut proscrire les traitements anticholinergiques chez la personne âgée. Donc, de la colchicine, plus éventuellement un antidiarrhéique autre qui ne serait pas anticholinergique, parce que le colchimax, c'est essentiellement pour pallier aux effets indésirables à type de diarrhée de la colchicine. Un repos, mais en essayant qu'il ne soit pas total et que le patient continue à se déplacer. S'il ne se déplace plus, auquel cas on prescrit une héparine non fractionnée, donc adaptée à la clairance, pendant la durée de son immobilisation, des antalgiques de niveau adapté et, encore une fois, forte contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. On le surveille et éventuellement, s'il a besoin, on lui prescrit des aides au domicile. Alors en conclusion, l'insuffisance rénale chronique chez un patient hypertendu et diabétique qui se fait pas sûr, c'est une situation très très fréquente. Il faut savoir prendre en charge tous ces axes différents de manière simultanée, et essayer de ne pas se perdre dans la vraie vie et aussi sur la copie. C'est assez difficile. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire pathologie une par une quand on vous demande de prendre en charge plusieurs pathologies. Pour ce qui est des questions spécifiques à la personne âgée qu'on a vues, il faut connaître les mesures de prévention et la nutrition chez la personne âgée. Alors les items abordés, donc la cataracte, les particularités sémiologiques, psychologiques et thérapeutiques de la personne âgée malade, le déficit neurosensoriel chez le sujet âgé, les troubles nutritionnels chez le sujet âgé, l'insuffisance rénale chronique, le diabète, les facteurs de risque cardiovasculaire et l'hypertension artérielle.